Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On va parler d'un sujet qui est un peu passé sous les écrans radars de l'actualité, puisqu'on parle de pénurie d'emploi, de burn-out, de salariés qui sont sous pression. Mais on va parler aujourd'hui de la placardisation. Elle est là, elle existe, il y a des salariés. Alors c'est des sujets qui sont un peu à bas bruit. Placardisation, comment s'en sortir, pour faire évidemment ce vilain jeu de mots, parce que c'est quand même un espace dans lequel on est enfermé lorsqu'on est salarié. On est peut-être même parfois poussé par le manager au placard. Et puis le manager se dit, s'il peut démissionner, ça coûtera peut-être moins cher à l'entreprise. Puis parfois, le salarié résiste et va jusqu'à la dépression, le burn-out. On en parle avec mes invités. Bénédicte Aubol, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice d'Artelli Conseil. Depuis 20 ans, vous aidez les dirigeants, les managers à faire de l'amont, à bien accompagner leurs salariés. Puis vous faites aussi de l'aval lorsque la crise est là. Oui. Surtout de l'aval. En fait. C'est ça que je voulais vous demander. Oui. Vous êtes surtout, on vous appelle, Bénédicte, on a une énorme tension. Viens. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Comment vous définiriez votre fonction? Parce qu'évidemment, c'est du conseil, on l'a compris, mais il y a de la psychologie, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme arme quand on veut être un bon pompier pour éteindre l'incendie? Justement, il faut pouvoir comprendre la stratégie de l'entreprise, en quoi elle détruit de la valeur et en quoi elle peut créer des tensions. Il faut comprendre l'organisation du travail, la RH, et puis avoir un peu de psychologie. C'est ça. Tu doigté. Adrien Chignard, merci d'être là. Psychologue du travail. Vous êtes auteur de... Alors, je crois que vous nous l'avez pris, vous nous avez copié. C'est pas je n'osais pas le dire. Bien dans votre job, parce qu'on a une rubrique, évidemment, bien dans son job dans l'émission. Les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir chez Deboc Supérieur. On voit votre livre qui était effectivement très sympa. Puis il y a beaucoup d'autres livres à venir. Exactement. Je le dis parce que vous travaillez sur le burn-out, qui est votre sujet central et de prédilection. On vous écoutera dans quelques instants. Et puis Bénédicte Aubol, les risques psychosociaux, c'est déjà la 2e édition, je ne l'ai pas précisé. Analyser, prévenir les risques humains chez Erol. Vous avez vous aussi écrit. Et puis avec nous un avocat, c'est toujours intéressant d'avoir le droit, rien que le droit. Clément Estivier, bonjour, ravi de vous retrouver parce que vous êtes déjà venu dans l'émission et dans la rubrique Smart et Réglo. Avocat en droit du travail chez Faro et chargé d'enseignement à Paris 1. J'ai vu que vous travaillez aussi sur l'accessibilité et la compréhension du droit du travail. Exactement. Ça, c'est un sacré boulot. Vous faites des conférences dans les collèges, dans les lycées Surtout à destination d'étudiants, donc à l'université, et puis aussi à destination de clients étrangers. Leur expliquer le droit du travail français dans une langue étrangère. Et donc ça fait preuve d'un travail de vulgarisation et de simplification du droit qui n'est pas évident. C'est un sujet fondamental, par ailleurs. Revenons à la placardisation. Je me tourne vers vous parce que vous êtes, je dirais, souvent les mains dans le cambouis. Au moment où on nous dit qu'il y a une pénurie d'emploi, que les RH sont stressés, que tout va bien sur le marché du travail, que le chômage baisse, on a le sentiment que ce sujet-là, finalement, a un peu disparu, qu'il n'y a plus de placardisation, puisqu'effectivement, on manque de bras. Il n'y a aucune raison de placardiser. Et pourtant, on continue à le faire. Parce que c'est le sentiment que j'ai et que vous devez avoir d'ailleurs. Oui, alors on continue à le faire, c'est pas forcément voulu, mais c'est le sentiment d'avoir un poste officiel, mais de ne pas avoir de valeur ajoutée ou qu'on n'attende rien de nous. Alors c'est une situation qui dure de moins en moins par rapport à avant. Ça parce baisse. Que, oui, les entreprises n'ont plus les moyens d'entretenir financièrement sur le long terme des personnes qui occupent des postes sans valeur ajoutée, mais c'est un sujet très pénible pour ceux qui le vivent. Le placard, c'est un joli titre sur un bureau, sur une porte, avec quelqu'un qui globalement ne fait plus rien et qui peut même se permettre, puisque je l'ai déjà entendu, de ne même pas venir au boulot. Oui, ou dont on n'attend rien. On n'attend rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, on a vu qu'il y avait en fait de nombreux postes dont on n'attend rien dans la vraie vie. On en reparlera peut-être. Non, parce que je me tourne vers vous. Il y a celui qui va subir la placardisation et qui va avoir l'impression qu'on le vide de sa substance et donc qui va être brisé. Et puis, il y en a d'autres qui vivent très très bien la placardisation parce que pendant ce temps-là, je le dis un peu directement, ils vont jouer au golf, ils vont faire un peu de tennis et pendant ce temps-là, leur entreprise leur paie leur travail sans qu'ils ne fassent rien. Et ça existe. C'est pas le même sujet là, il y a deux sujets. Ça existe, mais attention, ça existe à la marge, cette dimension-là. Parce que souvent, on a le sentiment que la surcharge de travail est un drame et que la sous-charge est idéale. Et ce n'est pas vrai. En fait, la sous-charge de travail, elle crée un sentiment d'inutilité chez l'être humain. Et pour racheter ce sentiment d'utilité, je vais m'hyper-investir pour avoir l'impression de mériter mon salaire. Mais comme le disait Bénédicte, vous vous hyper-investissez
sans qu'il y ait d'attente par rapport à votre job. Donc on boxe c'est dans comme le si vide. vous pédaliez, mais il n'y a pas de chaîne sur le vélo et vous finissez par vous effondrer. Et ça, c'est dramatique. Donc ça veut dire que là, c'est le psychologue qui s'exprime, c'est quelqu'un qui va être dans une forme de surinvestissement, mais en fait, il mouline dans le vide, en fait, il boxe dans le vide. En face, le manager lui dit « Ouais, bon, c'est bien ce que tu fais, mais j'ai pas besoin, quoi. » Et ça a des incidences, si vous voulez, ça crée un climat d'insécurité psychologique, ça a des incidences sur tout le collectif de travail, parce que voir quelqu'un s'évertuer quelque part à progresser, à créer de la valeur, et pour autant, cette valeur n'est ni reconnue ni attendue, les uns et les autres se disent « Qui sera le prochain ?» Juste par vos expériences, et je vais donner la parole à Clément parce que j'ai une question de droit à lui poser, mais c'est quand même plus vrai dans les grands groupes que dans les petits groupes, je dirais des entreprises à taille humaine, voire même des PME. Les grands groupes donnent le sentiment comme ça qu'on peut un peu se planquer ou qu'on peut s'autoriser à cacher un salarié assez tranquillement. Oui, non. Ça s'appelle la dilution de la responsabilité en psychologie, c'est-à-dire que plus vous avez de personnes dans une même unité géographique, nécessairement, plus les uns et les autres se sentent déresponsabilisés par rapport à ça. Et puis, c'est ce que disait Bénédicte, c'est plus facile dans un grand groupe de payer quelqu'un sans qu'il crée de valeur que dans une petite TPE où nécessairement vous avez besoin que chaque euro investi génère un retour sur investissement. Vous rencontrez vos clients sans les citer évidemment, mais c'est des grands groupes, c'est des structures importantes, c'est des grosses ETI. C'est quoi le profil des entreprises où il y a des difficultés ? Où il y a des situations de placardisation. De placardisation, oui. Oui, c'est souvent des entreprises intermédiaires et des grandes entreprises où on a les moyens de la placardisation. On en revient toujours à cela. Voilà. Juste un mot avant de donner la parole à Clément, la tranche d'âge, puisqu'on évoque souvent la difficulté des seniors. Plus de 100 000 seniors sont à la recherche d'un emploi de plus de 55 ans. Ce sont des personnes qui racontent souvent un peu la même histoire. Ils ont un peu décroché, on les a un peu placardisés, puis ensuite ils sont partis ou ils ont été licenciés. C'est plutôt des seniors ou pas ? Il y a des quarantenaires. Ah. Eh oui. Alors, est-ce que ce sont des seniors ou pas ? Vous voyez, maintenant... je crois que pour l'emploi, les seniors, c'est 45 ans. Hein. Eh oui, voilà. Mais il y a vraiment des quarantenaires qui sont placardisés, alors, dans cette situation intermédiaire où on leur demande gentiment de sortir, mais sans forcément payer c'est ça l'objectif. Cette sortie. Voilà. Clément Estivier, pour revenir au droit, quand on dit placardiser, est-ce qu'un salarié, c'est là où c'est un peu compliqué, peut se retourner vers les syndicats, vers l'inspecteur du travail en disant moi et les prud'hommes, je suis placardisé, je réclame mes droits. C'est compliqué là, le mot placardisation, il n'existe pas dans le droit du travail. Il est cité par quelques décisions de jurisprudence, effectivement. Mais en réalité, on parle de vider un poste de sa substance ou retirer des responsabilités ou retirer des attributions essentielles. C'est surtout ça en réalité. Mais ce qui est intéressant en tout cas en droit du travail, c'est de voir un petit peu le contexte dans lequel ça se place. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus on a une sécurité de l'emploi et plus le risque de placardisation est important. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on ne peut pas ou lorsque le licenciement est trop cher qu'on va s'orienter soit indirectement, soit consciemment, vers une hypothèse de placardisation. Donc, on se rend compte, nous, que ça concerne effectivement des salariés qui ont une grande ancienneté, des salariés également, parfois en retour de congé maternité. Ça peut exister également, parce qu'on se rend compte que le remplaçant de la personne partie en congé maternité fait l'affaire. A fait des étincelles. Exactement. Et donc, on ne sait pas véritablement comment agir avec la personne qui revient de son congé maternité. Donc, on a plein de situations qui conviennent en fait d'apprécier au cas par cas. Et concernant la position du salarié, effectivement, il a un certain nombre d'interlocuteurs vers qui se tourner en cas de risque de placardisation. C'est notamment d'abord le service RH. C'est plus délicat lorsque ça vient de l'organisation, d'en parler à l'organisation. C'est impossible. Donc, dans ce cas-là, il le sait lui-même d'ailleurs. Exactement. Donc, dans ce cas-là, on a les représentants du personnel qui ont, eux, un droit d'alerte. Et on y reviendra peut-être, mais effectivement, ça peut constituer un risque de harcèlement moral. Alors j'ai vu que c'était un point de droit sur lequel vous vous écharpiez entre avocats, entre experts du droit, parce que c'est compliqué de pouvoir faire valoir la notion de harcèlement moral, puisque l'employeur, pour être très précis, est libre d'attribuer les fonctions qu'il souhaite aux salariés. Donc, je ne veux pas faire le défenseur des entreprises, mais en l'occurrence, c'est de ça dont il est question. Exactement. En fait, il y a une contradiction entre le pouvoir de direction, donc c'est-à-dire la liberté d'attribuer telle tâche à un tel, telle tâche à un tel, et à côté de ça, la modification et le respect du contrat de travail. Et donc, c'est là où ça heurte. C'est là où ça se choque. Exactement là où ça heurte. Et donc, on va avoir la possibilité d'attribuer des fonctions
à un salarié dans le respect de sa fiche de poste et surtout dans le respect de l'intitulé de son poste. Et donc, il va falloir respecter ses responsabilités. Et la distinction que fait la jurisprudence aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une diminution de responsabilité, est-ce qu'il y a une diminution de niveau hiérarchique et est-ce qu'on respecte la classification du salarié. Il y a un choc, juste, et ça fait écho à ce que vous faites, vous, monsieur le psychologue, c'est que, notamment, c'est vrai pour ceux qui ont des responsabilités et qui découvrent un jour qu'ils ne sont plus invités aux réunions, qui ne participent plus aux décisions importantes alors qu'ils le faisaient 6 mois avant, et donc ils n'ont plus d'aspect opérationnel sur les décisions. Et là, c'est une chose qui est terrible pour un être humain. C'est une technique de harcèlement, c'est-à-dire c'est un... Pour vous, c'est du harcèlement. Mais en fait, c'est un harcèlement par technique d'isolement. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs, le soutien des collègues. Un fardeau est moins difficile à porter à plusieurs. Et si effectivement vous êtes placardisé, on vous prive de ce soutien. Non seulement vous allez mal, mais on vous prive de la possibilité d'aller mieux. C'est pour ça que c'est un mode de fonctionnement et un comportement qui relève de la perversité. Je ne parle pas de la personne, je parle du comportement en tant que tel. Ou de l'organisation. Et c'est exactement, pour revenir à ce que vous disiez au départ, la raison pour laquelle il passe sous la table, parce que les comportements pervers ont vocation à être tus dans l'organisation. Juste, il y a des êtres humains pervers, ça on l'entend. Est-ce qu'il y a des organisations qui fabriquent ou qui génèrent une forme de perversité? Oui. Il y a des comportements pervers au sein des organisations. Une organisation en elle-même, c'est une entité juridique. C'est pour ça qu'on Elle n'a pas d'âme. On nous parle de la valeur des entreprises, qui est une blague. Les entreprises n'ont pas de valeur. Ou la raison d'être. Elles sont ni morales ni immorales, elles sont amorales, mais c'est la raison pour laquelle nous, acteurs des entreprises, nous devons être moraux dans nos comportements. C'est là tout le sujet. Les salariés ou les organisations que vous accompagnez, comment on ramène les choses comment vous faites très concrètement pour essayer d'éviter ce genre de cas? Parce que votre boulot, c'est d'arriver en situation de crise. Tout à fait. Ça se tend pour éviter que ça se termine chez l'avocat ou chez le psychologue. Oui. Parce que c'est de ça dont il est question. Comment on fait là? Dans les diagnostics qu'on fait, on fait vraiment on met, comme vous le disiez, les mains dans le cambouis pour voir vraiment les contenus des postes des uns et des autres. Et à ce moment-là, dans les recommandations, on a des recommandations très concrètes sur comment réallouer certaines missions, mais on le fait de manière dépassionnée en ne prononçant pas le mot de placardisation. Parce que vous, dans le niveau de détail que vous avez, oui. vous voyez précisément que certains postes sont vidés de leur substance. Vous le voyez. Oui, on a les mains dans le cambouis, mais on essaye de dépassionner le débat pour remettre le travail sur la table. En ne citant pas le mot placardisation, surtout pas, parce que ça serait attisé... Parce que c'est une connotation négative et parce qu'il faut donner la chance à l'enfant. C'est un film aussi, le cinéma s'en est emparé, la littérature, évidemment le placard. Le placard. Et il faut donner l'occasion à l'employeur de reconsidérer les choses et il faut lui proposer un laps de temps pour le faire. Clément Estivier, juste d'un mot et de plusieurs, est-ce que la rupture, l'accord conventionnel, la rupture conventionnelle qui marche très très bien, vous n'allez pas me contredire, est-ce que ça a facilité, je dirais, la déplacardisation, c'est-à-dire en un mot, lorsqu'on veut se séparer d'un collaborateur, au moins on est cash, et on lui dit, écoutez, on va arrêter là, mais si vous voulez, on se met d'accord de gré à gré. Avant ça, il n'y avait pas d'autre solution, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas la bonne solution, que de placardiser, vous êtes d'accord? Exactement, pourquoi? Parce que la placardisation est en réalité la conséquence d'une difficulté à clore le contrat de travail. Mais oui. Tout simplement. Mais oui. Donc à partir du moment où on peut aller voir le salarié et lui dire, on conclut une rupture conventionnelle, on en reste là, je pars du principe que ça ne va pas pour toi, ça va pas pour moi. On est d'accord tous les deux. Exactement, on conclut une rupture conventionnelle. Avant c'était bien plus délicat parce que, effectivement, il fallait trouver un motif de licenciement. Lorsqu'on rentrait pas dans les cases, c'était plus compliqué. C'était de la bidouille juridique. Alors que là, de gré à gré, le senior de plus de 40 ans, vous me dites, c'est très inquiétant, signe cet accord et donc va quitter l'entreprise avec des indemnités légales, voire même une négociation, on est d'accord, il peut partir avec un petit chèque, comme on dit. Exactement, et aujourd'hui, on a des entreprises qui préfèrent diluer en réalité le risque et le versement du salaire du salarié, donc c'est-à-dire avoir un versement sur plusieurs mois étalé, en tout cas avec une placardisation, cette incidence-là sur même les comptes de l'entreprise, plutôt qu'avoir des enjeux financiers importants et parfois même ne pas avoir les moyens de verser un chèque à un salarié qui a 20-30 ans d'ancienneté et qui demande parfois 60, 80, 100 000 euros d'indemnité de rupture. Parfois plus. Et parfois plus. Adrien Chignard, juste d'un mot, le fait qu'il y ait ce contrat, et là je voudrais que ça soit ça repasse à travers le psychologue, ça apaise les souffrances parce que de gré à gré, l'employeur vous dit,
on n'est plus en phase. C'est un peu comme une histoire d'amour. On n'est plus en phase. On va arrêter là, mais par contre, on va d'une manière juridique encadrer tout cela. Je pense que la souffrance est moins importante. Alors, on part, mais pas dans les mêmes conditions que quand on part en démissionnant et en claquant la porte. Mais c'est ce que nous disait déjà Lucrèce. Vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. Il vaut mieux ensemble clore correctement. C'est comme une histoire d'amour. Il vaut mieux un divorce et que chacun refasse sa vie, redevienne amoureux, plutôt qu'une relation conflictuelle qui finit par ternir. C'est ce que disait Bénédicte. La personne, l'équipe, le collectif, et qui détruit de la valeur, ce qu'est la raison d'être de l'entreprise, de produire de la valeur. Mais Adrien, est-ce que je peux m'autoriser à basculer de situation de placardisation à l'idée, et là je sais que vous allez tous les trois être très heureux d'en parler, à des situations de burn-out. Est-ce que d'une situation de placardisation, on peut considérer quelqu'un qui vienne voir un psychologue ou un médecin en disant je suis en burn-out? Mais en fait, je pète les plombs, quoi. On sait scientifiquement qu'on a 6 facteurs précipitants du burn-out, 6 facteurs organisationnels, 6 facteurs de stress, si vous voulez, qui sont précipitants du burn-out en situation de travail. Et on retrouve dans les situations de placardisation, alors attention, je mets de côté les placards dorés. Parce qu'il en existe. Ce que j'évoquais tout à l'heure. On pourra y revenir. La spécialité des placards dorés, ce que moi je vois, c'est les personnes qui ont eu des pratiques pas top, souvent dans le top management, dont on a reconnu qu'ils étaient en situation de harcèlement. Et on les met sous le tapis. Et on ne veut pas te faire partir officiellement parce que ça serait un désaveu public. Et donc on te met dans un placard les quelques années, le temps que tu retrouves un autre job. Tout à fait exact. Ce qui existe, nous on bosse avec quasiment toutes les entreprises du CAC 40, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les situations actuelles. Après, par rapport à ce que vous dites sur les situations de burn-out, qu'est-ce qu'on trouve dans les facteurs précipitants du burn-out ? Alors, on va trouver effectivement la question de la charge de travail, pas uniquement la surcharge, on trouve des éléments de sous-charge de travail qui sont dépressogènes, le manque de contrôle sur la situation, le sentiment d'injustice organisationnelle, le manque d'équité. Et là, on voit que le tableau clinique est quand même très proche de la placardisation. On retrouve en tout cas dans les placards certains phénomènes qui sont précipitants des situations de burn-out. Enfin, je m'arrête un instant sur les placards dorés, puisqu'on l'a très peu évoqué. Vous évoquez effectivement des personnes que l'on met sous le tapis, tout en maintenant leur niveau de salaire souvent élevé, pour éviter quoi? Pour le dire simplement, les vagues, pour éviter que ces personnes puissent se répandre ou qu'on puisse apprendre les comportements qu'ils ont eus. Donc on les cache, mais par contre on les paye. Oui. C'est de ça dont il est question. Exactement. Vous êtes Clément, le placard doré, juste pour faire une parenthèse, parce que c'est des sujets importants, c'est des personnes qui parfois ont eu des difficultés, se sont fait épingler dans l'entreprise, mais on ne les vire pas. Et pourquoi ? Parce que souvent, dans une organisation, quand on a un souci avec un salarié, on est responsable, en tant qu'employeur, d'une obligation de sécurité de résultat. C'est ça. Et donc, on doit, c'est une obligation, réagir en cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste. Et donc, on doit prendre une mesure, en principe disciplinaire, vis-à-vis de responsables avérés de situations de harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Et la mutation peut être considérée comme une conséquence, justement, de cette... enquête-là. C'est très très intéressant de voir qu'effectivement le burn-out, il n'y a pas que des critères de surcharge, mais qu'il peut y avoir des critères de sous-charge de travail. Concrètement, quand vous avez les RH ou les managers ou les directeurs ou les patrons même d'ailleurs, vous les avez en face, et que vous amenez la feuille, vous posez la feuille sur la table et que vous avez vraiment une discussion de fond, vous dites sur ce service-là, on est en sous-effectif, vous ne dites pas placard, mais quand vous évoquez cette question il y a une sous-charge de travail, j'imagine que vous l'évoquez, ce sujet. Oui, bien sûr. Ce service-là est en sous-charge. Oui, alors souvent, ce n'est pas le service qui est en sous-charge, c'est certaines personnes du service qui sont en sous-charge. Et là, il faut vraiment proposer à la fois des contenus de mission sans doute un petit peu différents à discuter, mais aussi proposer sans doute un accompagnement aux personnes qui sont en sous-charge pour les aider à remonter à un niveau normalisé. Juste, ce débat est vraiment passionnant parce que ça n'existe plus, mais ça existe toujours. Il est quand même un peu lié à des questions de burn-out, donc on touche à des sujets qui sont éminemment dans l'actualité. Vous rentrez dans les détails parce que le manager ou le patron vous dit « mais attendez, ce salarié-là, en fait, ça fait 5 ans que j'ai dans l'entreprise, mais je trouve qu'il ne travaille pas assez. » On arrive là déjà au débat juridique. Vous lui dites quoi à ce moment-là ? Mais qui ne travaillent pas assez, mais donc on propose, par exemple, sur 2-3 mois, une remontée en charge avec des points réguliers avec la personne pour voir comment elle s'en sort. C'est passionnant, c'est juste avant qu'on soit capable de dire à quelqu'un, écoutez, ça ne va pas, votre travail, on arrête. Parce que c'est ça le... Tout à fait, et on évite vraiment le mot de placardisation, le mot de burn-out, le mot de harcèlement moral. Vous voyez, d'emblée, on est vraiment plus dans le concret du travail pour ne pas aussi dire au patron que... Je vous ai vu regarder Clément, Adrien, quand il évoquait ce lien entre burn-out et placardisation. Parce que si les psychologues se mettent à pousser comme ça, vous allez avoir plein de dossiers et plein de difficultés pour défendre les entreprises. Parce que, vous voyez, je vous ai vu regarder en disant, oh là là, mais ça, c'est des procédures un peu lourdes. Vous le faites, vous, juridiquement, ce lien entre burn-out,
enfin, risque de burn-out et placardisation ou personne dont la fonction a été vidée de sa substance? Oui. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires qui concernent des risques à la fois de burn-out et de placardisation. Et on se rend compte que les procédés sont exactement les mêmes en réalité. C'est-à-dire que l'employeur doit réagir de la même manière lorsqu'il a un signalement de placardisation ou de burn-out. Et il a la même responsabilité. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est la charge de la preuve. En cas de conflit. Pourquoi ? Parce qu'on a une preuve qui a été arrangée depuis 2016 et qui convient bien aujourd'hui à cette situation de placardisation. Pourquoi ? Parce qu'avant, en fait, il appartenait aux salariés d'apporter la preuve qu'il n'avait pas de travail. Ce qui était en réalité impossible. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la probatio diabolica. On ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas. On a réinversé. Depuis 2016, on a inversé la charge de la preuve. Aujourd'hui, il appartient aux salariés de laisser présumer des faits de harcèlement et des faits de harcèlement moral, en l'occurrence de placardisation, et ensuite à l'employeur de se défendre en démontrant que ce n'est pas le cas, que ce sont pour des raisons objectives, bon fonctionnement du service, etc. Y a des, vous le disiez tout à l'heure, il y a parfois des éléments conscients, une forme de perversité des humains qui vont mettre à l'écart dans un groupe des personnes, et puis aussi l'organisation. C'est quoi comment ça se répartit le nombre de cas? C'est parce qu'il y a des managers avec lesquels ça ne matche pas dans des équipes, ou c'est parce que l'organisation en elle-même est tellement en mutation, en transformation, qu'elle en laisse parfois sur le côté des pans entiers de la boîte, parce que tout d'un coup, on a oublié le service, parce que on est parti tellement vite. C'est quoi la répartition? En fait, la répartition, je ne serais pas en capacité à donner une donnée numérique. Non, Ce que l'on voit cependant, c'est que l'hyperfréquence des changements organisationnels va générer de la placardisation nécessairement, puisque cette hyperfréquence des changements, ça crée une opacité des rôles. Je sais plus ce qu'on attend véritablement de moi, et cette opacité de rôle, parfois on s'engouffre dedans pour essayer d'évincer celui ou celle qu'on ne sait pas faire partir correctement. Vous disiez quelque chose avec lequel je suis un petit peu en désaccord sur la dimension effectivement de protéger l'employeur. Je pense que ça protège, moi, à la fois l'employeur, le salarié, parce qu'il s'agit que d'une seule chose, en fait, de protéger le travail. Et on est là tous ensemble pour protéger le travail, et c'est protéger l'employeur, protéger le salarié et protéger le travail que de faire en sorte d'éviter ces phénomènes de placardisation, parce que c'est un gain sommaire et court, mais derrière, ça détruit de la valeur et ça met l'employeur en péril à bien des égards. Il nous reste quelques minutes. On est dans une pénurie d'emplois et en même temps, comme dirait l'autre, on voit des salariés qui ont plus trop envie de revenir au travail. Voilà, il y a beaucoup de cadres, on l'a vu, qui sont partis ou qui sont remis en question, qui n'en peuvent plus. Tout ça étant peut-être lié au débat que l'on a, parce qu'ils n'en peuvent plus finalement. Donc ils se disent, pourquoi revenir dans des organisations où je prends le risque à 40 ou 45 ans de me retrouver placardisé et donc me retrouver en situation de tension, autant que devenir indépendant ou... Est-ce qu'il y a quand même ça aussi dans le... Et avec le Covid, ça a accéléré cette réflexion. Je me suis retrouvée plus chez moi. J'ai pu prendre de la distance par rapport au travail, aux attendus, aux contraintes qui étaient les miennes au quotidien. Et est-ce que j'en veux ou pas? Et là, on voit quand même qu'on est dans un moment où on en vend un peu moins quand même. Et oui. Et même quelquefois, on voit qu'ils déménagent sans le dire à leur patron. 400 km et le patron découvre qu'il est à Angers. Exactement. C'est ça. Donc ils ont pris du recul. Dans leur cas, c'est un gros recul parce que souvent on appelle l'avocat de l'entreprise et on dit mais est-ce qu'il a bien le droit de partir si loin? Et là justement, on a une décision récente sur le fait qu'on ne puisse pas déménager à plus de... Là en l'occurrence, c'est un salarié qui avait déménagé à 400 km. 400, c'est ça. 400 km de son lieu de travail. Il a été licencié. Le licenciement a été justifié, a été considéré comme justifié. C'est quoi la bonne distance? Juste parce que... Ça dépend à mon avis du poste, mais en réalité, sur quoi s'est fondé l'employeur? C'est le respect des obligations de repos hebdomadaires. Évidemment, le salarié ne pouvait pas respecter ses obligations de repos hebdomadaires avec les allers-retours. Adrien Chinière, parce que vous avez un cabinet, vous accompagnez, on l'a entendu, il y a vos travaux d'écriture. Là, la situation dans laquelle on est, avec des salariés qui disent « moi, j'y retourne pas », avec des entreprises qui disent « moi, je trouve pas les talents, je trouve pas les personnes ». Enfin, c'est un peu le sujet. Là, il est sur la table, le sujet. C'est une excellente nouvelle, mais moi j'ai envie qu'on finisse par quelque chose de très positif. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, sur la question des conditions de travail, ce qui est notre spécialité avec Bénédicte, c'est que les entreprises ont compris que ce n'est pas par gentillesse qu'on travaille sur les conditions de travail. C'est par volonté de retenir celles et ceux qui créent de la valeur sur le terrain. On voit aujourd'hui qu'on a la grande démission aux États-Unis, elle arrive en France. Doucement, mais elle arrive. On ne démissionne pas des postes dans lesquels on est reconnu, valorisé, correctement payé, avec des conditions de travail favorables à la santé et à la performance. Et moi, je travaille avec beaucoup de grands groupes qui me disent « mais ça y est,
on a compris qu'en fait, travailler sur les conditions de travail, la prévention des risques psychosociaux, c'est un instrument au service de la préservation, notre raison d'être, qui est de créer de la valeur, vendre des produits, gagner des parts de marché. Donc de la marque employeur. Exactement. Parce que ça veut dire que ceux qui regardent, qui voient la lumière leur arriver, se disent « Ah bah cette boîte, oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'immerger dedans. Ça me plaît. » C'est ça la question. Oui, et inféoder la qualité de vie au travail à la raison d'être de l'entreprise, qui est de gagner des parts de marché, mais c'est super. Parce que ça a vocation à faire en sorte que ça profite aux uns et aux autres, et ça profite à tout le monde. C'est une juste répartition des choses et de la valeur. Vous finissez par une note positive et vous nous dites, vous croyez encore à la relation salariale des cadres à leur entreprise. Parce que j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je veux bien continuer dans une boîte, mais en indépendant, à distance. Je veux plus être dans l'organisation. Oui, alors on en voit aussi beaucoup qui en reviennent, très concrètement, parce que moi, ça fait près 15 ans que je suis à mon compte. On oublie souvent qu'il y a un revers à cette liberté, et que cette liberté, elle est parfois cher payée pour celles et ceux qui se lancent dans ces démarches entrepreneuriales. Et c'est pas que je crois encore à la situation de salariat, c'est qu'elle est majoritaire en France, et qu'il s'agit, on va dire, de donner aux salariés des bonnes conditions de travail pour faire en sorte que nos entreprises continuent de vivre, de gagner des parts de marché et de recruter, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, ce qui est l'objet d'une entreprise. Exactement. Vous êtes d'accord? On termine par une note positive, Bénédicte? Mais tout à fait. Vous dites, il y a encore de l'espoir pour le salariat, parce que c'est cette question-là, elle est posée, puisque c'est la question du salariat qui est posée. Oui, et on sent une beaucoup plus grande maturité, une ouverture des entreprises sur comment être efficace, donc efficace aussi dans les conditions de travail que je propose aux salariés. Clément Estivier, oui, vous y croyez? Vous qui avez des relations, qui ne travaillez que sur le conflit en partie, bah oui. Et sur le conseil aussi. Et sur le conseil, bien sûr, mais souvent les trains n'arrivent pas à l'heure chez vous. C'est souvent compliqué, on va voir un avocat parce qu'on a une difficulté. Effectivement, mais je pense que les relations peuvent s'apaiser si on se place à la place du salarié, qu'on a une véritable écoute des besoins. Et justement, si on a un salarié qui est effectivement bien traité, il n'y a aucune raison qu'il y ait une situation que ça engendre une situation conflictuelle et qu'il désire partir ou se mettre à son compte. Merci Clément Estivier, avocat en droit du travail chez Faro. Bénédicte Obol, merci. Artélie Conseil et les risques psychosociaux, c'est chez Erol. Et merci à Adrien Chignard, psychologue du travail, bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir. J'adore le titre. Édition de Boc, et à venir à la rentrée, un livre justement destiné aux enfants pour le burn-out, les enfants qui subissent ou qui voient leurs parents, l'un des deux en burn-out, comment faire, comment leur expliquer en mots simples. Ça sera un livre, peut-être vous viendrez nous le présenter d'ailleurs. Grand plaisir, janvier 2023. Écoutez, vous serez le bienvenu en janvier 2023. Merci à vous trois pour ce débat passionnant. On termine par Fenêtre sur l'emploi et on ne va pas être dépaysé avec Julien Maurissier. On va revenir sur ceux qui reviennent justement de la reconversion. Ils partaient au paradis, ils ont parfois un peu vécu l'enfer. On en parle avec lui.